rendez-vous santé de l'HFR. Le podcast de l'hôpital fribourgeois. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Émilie Erard, je suis la médecin répondante du centre de santé du site de RIA. Et puis j'ai la chance, l'honneur d'ouvrir cette première table ronde qui est en fait une première pour l'HFR. C'est un nouveau format qu'on essaye aujourd'hui avec vous sur le thème du surpoids et de l'obésité avec des représentants du centre métabolique de l'HFR. L'idée, c'est d'avoir un échange spontané entre vous et les spécialistes, soit des questions ouvertes, dans un esprit respectueux et bienveillant des questions des autres, sans jugement. On va vous demander non plus, on va pas répondre à des questions trop personnelles sur des dossiers médicaux personnels, mais plutôt un peu de manière un peu générale, comment ça se passe, et puis les questions que vous pourriez avoir là autour. Donc je vais déjà vous présenter les spécialistes qui ont été d'accord d'être là aujourd'hui. Donc on a Madame Claire Baradjola, qui est diététicienne, Madame Fanny Martins, psychologue, la doctoresse Anne-Catherine Barra-Moret, médecin nutritionniste, et le docteur François Pugin, qui est chirurgien. Et puis je crois qu'on va simplement commencer par un tout petit mise en contexte du centre métabolique, de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis ensuite on pourra commencer les questions. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai qu'on a du plaisir à vous présenter le centre métabolique et notre activité. Comme la doctoresse Erard l'a dit, le centre métabolique, on est plein de professionnels différents, des diététiciennes, des psychologues, des médecins de différents horizons. Donc on a un médecin chirurgien, moi je suis interniste, on a des endocrinologues qui travaillent avec nous. Et le but, c'est justement de répondre à vos attentes, de vous accompagner pour faire face à cette problématique de surpoids. Pour vous accompagner vraiment tous ensemble, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On a des échanges réguliers au sujet des patients, justement pour optimiser les prises en charge. Le centre métabolique, comment ça fonctionne? Vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous faire adresser par votre médecin traitant ou par un médecin spécialiste qui va nous envoyer votre dossier médical. On consulte sur RIA et sur Fribourg. Et là, vous serez vu d'abord par un médecin qui va, avec vous, un petit peu reprendre votre histoire de poids, votre histoire de vie, vos attentes aussi par rapport à une perte de poids. Et en fonction de tous ces critères, on va discuter avec vous d'une stratégie qui est ce que vous souhaitez d'une part, mais qui est aussi qui correspond, qui pourrait permettre d'atteindre vos objectifs. Dans les stratégies, il y en a 3, puis je pense qu'après, du coup, ça va un petit peu lancer les questions. Il y a 3 stratégies principales. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle, nous, la stratégie conventionnelle. C'est un accompagnement par les diététiciennes, par les psychologues et par les médecins pour aider à changer les habitudes alimentaires. La deuxième stratégie, c'est la stratégie médicamenteuse. Elle diffère pas beaucoup de la première, si ce n'est qu'il y a un médicament pour aider, mais la prise en charge, l'accompagnement pour aider à changer l'hygiène de vie, elle est indispensable. Et la troisième stratégie, c'est la stratégie chirurgicale. Et là aussi, l'accompagnement, il reste indispensable. Pour les 3 stratégies, il y a vraiment ce tronc commun de l'accompagnement par les diététiciennes et par les psychologues pour permettre, pour obtenir en fait une chance de succès, de stabilité. Voilà. Donc je crois que vous connaissez mes collègues, donc j'ouvre la discussion. Est-ce que quelqu'un veut commencer par une question? Je m'appelle Catherine, j'ai 66 ans, j'ai déjà eu des pertes de poids, j'ai repris du poids. Et puis, je me suis rendu compte que c'est vraiment en partageant, en échangeant avec d'autres personnes,
déjà un groupe comme ici, que j'y suis arrivée une fois, et je me dis que c'est vraiment l'échange qui me permettra de peut-être arriver de nouveau à débloquer ce problème. Donc vraiment la proposition que vous faites, et j'ai déjà un rendez-vous dans votre service à la fin du mois, c'est vraiment ce que j'attends, c'est de pouvoir aussi exprimer avec une psychologue, je pensais, où est le problème, disons, pouvoir un peu ouvrir des portes, voilà. Est-ce que Fanny Martins, tu veux répondre? Oui, alors c'est sûr que notre prise en charge, elle a vraiment le suivi psychologique intégré. Donc c'est vraiment chouette que vous ayez pu faire cette démarche et c'est évident que le partage comme ça, entre autres, on a des cours justement qui s'appellent principalement les cours sur le comportement alimentaire, qui sont aussi des moments d'échange avec d'autres personnes qui sont dans le parcours, soit bypass, soit conventionnel, puis qui permettent justement aussi ces échanges. Entre vous, animés toujours par une diète et une psychologue. Et puis ensuite, les suivis individuels, où là, on travaille un peu plus sur le personnel, les émotions, et puis qu'est-ce qui a peut-être engendré une prise de poids au niveau émotionnel. Ouais. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 27 ans. J'ai eu une prise de poids il y a à peu près une année maintenant, un peu soudaine, donc en l'espace de 2 mois, j'ai pris 20 kilos sans aucune explication, enfin, que je n'arrive pas à justifier dans l'immédiat. Donc j'ai suivi un peu tout un cursus médical avec un suivi endocrinologue, médical également, j'ai un suivi psy aussi, et gynécologique, et on ne trouve pas exactement où est le souci, et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors que mon hygiène de vie, je trouve, est plutôt bien, même pas mal. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être un choc émotionnel ou quelque chose qui a fait que je stagne maintenant puis que j'arrive pas à perdre ce poids que j'ai pris. Donc, je ne sais pas trop. Je lance ça comme ça puis on regardera ce que j'aurai comme réponse, quoi. Voilà. Catherine Vara, médecin nutritionniste. Mais je pense que, merci pour votre question, je pense que votre histoire reflète l'histoire de beaucoup de gens qui, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, on prend du poids. Et puis le premier pas, c'est celui que vous avez fait, c'est de faire la démarche, de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a pas les réponses, elles viennent pas toujours tout de suite. Mais là, je pense que votre situation illustre la manière dont il faut procéder. Vous êtes bien entouré par plusieurs spécialistes. Endocrinologues, vous avez tous les spécialistes nécessaires dans votre prise en charge. Donc, moi, j'aurais pas d'autres conseils supplémentaires à vous donner que continuer comme ça, parce que c'est comme ça que vous trouverez la solution et des pistes pour commencer à perdre du poids. Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 59 ans. Puis je voudrais savoir l'importance du sommeil. Parce qu'on m'a dit que les personnes qui dorment mal ont tendance à prendre plus de poids. Et puis, si vraiment le stress déclenche le cortisol, qui aussi, ça donne du poids. C'est cette situation. Moi, j'ai pas toujours été obèse, j'étais maigre. Puis à longueur des années, c'est pris le poids. Puis après, je suis stagnée à un certain poids, puis je suis restée. Et puis j'ai déjà essayé plusieurs choses aussi pour maigrir, mais j'arrive pas. Même une prise en charge avec sport adapté, une année. Je faisais tout correctement, tout ça. Et puis je voudrais savoir aussi, c'est ce mythe qu'on dit que voilà, on est gros parce qu'on n'a pas de force de volonté, ou c'est vraiment il y a la pathologie à côté. Il y a des choses qui interviennent de façon que, malgré tout, notre bonne volonté, on n'arrive pas à aller de l'avant. Puis après, on se culpabilise et tout ça. Merci beaucoup. Peut-être on va répondre à la question en 2 parties. Quelqu'un pour le sommeil Plutôt Fanny Martins, psychologue. Oui, au niveau psychologique, donc pas en lien avec les hormones, ça peut-être je laisserai la doctoresse Barra y répondre, mais au niveau psychologique, c'est vrai que le manque de sommeil génère une sensibilité aussi comme ça aux émotions et du coup peut aussi dérégler un peu le comportement alimentaire. Et c'est ce que nous, on va vraiment travailler et c'est l'intérêt de la prise en charge, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ce comportement alimentaire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le comportement alimentaire est peut-être plus difficile à certains moments. Et puis du coup, le sommeil peut avoir un impact là-dessus. Ça aura aussi un impact sur la fatigue, l'énergie qu'on a pour mettre en place des changements. Donc c'est vrai que le sommeil est quand même très, très central.
Concernant les hormones, peut-être la docteure En Ampara? termes hormonaux, alors il est vrai, vous avez parlé de la cortisone. Le cortisol, c'est la même chose, hein. Le cortisol, c'est l'hormone que nous on produit. La cortisone amène une prise de poids, c'est clair. Voilà, on le sait bien. Elle amène une prise de poids essentiellement quand même parce qu'elle augmente l'appétit. On voit les gens qui ont des traitements de cortisone à haute dose, ils ont tout le temps faim. Et puis c'est vraiment difficile de contrôler cette faim, quoi. C'est une sorte. Donc voilà, ça c'est vrai. Puis notre cortisol endogène, il agit pas différemment. Après, vous avez évoqué un point qui est aussi essentiel, c'est le stigma qui va autour de l'obésité, parce que les gens qui sont obèses, enfin, on a toujours un petit peu cette image, de toute façon, c'est votre faute, vous faites pas d'efforts. Et pour nous, ça c'est aussi le message qu'on veut passer, c'est que l'obésité, c'est une maladie avec plusieurs facettes, avec de multiples causes. Il y a des causes psychologiques, il y a des causes environnementales, il y a des causes aussi de santé. Donc, encore une fois, on en revient à cette prise en charge globale et nous, on considère, l'obésité doit être considérée comme une maladie. Peut-être Claire Baradjela, diététicienne, par rapport à ce que Madame a aussi évoqué, hein, les régimes à répétition avec une reprise de poids derrière. Alors oui, quand on fait un régime, c'est vrai qu'on a tendance à entrer dans une certaine privation qui va générer au bout d'un moment une frustration associée à tout ce qu'il y a autour, hein, du stress, toutes les autres contraintes qu'on a, qui fait qu'à un moment on lâche. Plus c'est restrictif, plus vite on aurait tendance à lâcher les régimes. Et puis en fait, ça conduit à une prise de poids et surtout à une baisse de l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose d'assez dramatique parce que moins bien on se sent, plus on aurait tendance à vouloir refaire un régime. Et maintenant, avec la distance, on sait que sur le long terme, les régimes ne font pas maigrir, pardon, mais font grossir. Et justement, on entre dans cette spirale aussi de souffrance. Donc, c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, avec la psychologue, accompagner les gens dans des changements alimentaires, mais qui correspondent à leurs habitudes et aller un pas à la fois pour aller le plus loin possible avec la personne, mais avoir vraiment quelque chose de personnalisé en fonction de où on part maintenant. Donc voilà, donc on est vraiment dans une autre optique totale que les régimes. Mais c'est vrai que ça occasionne énormément de souffrance, de découragement, et puis aussi au niveau de la composition corporelle, de l'état mental, enfin tout ça. Nathalie, dans le même ordre d'idée, j'ai l'impression que je sais très bien ce qui est bon pour ma santé ou pas. Je sais que je suis plutôt sensible au sucre. Et si j'essaye de bien gérer le sucre, autant le fructose des fruits que du sucre, je ne bois pas de boissons sucrées. Mais j'ai le sentiment, j'ai changé de job il y a 6 ans environ. Et depuis que j'ai changé de travail, je suis stressée non-stop. Et est-ce que c'est suffisant pour être bloqué à un stade où on peut ni... Oui, j'ai perdu 5 kilos peut-être, mais mes 15, je les ai jamais reperdus. Et j'ai l'impression que je peux faire n'importe quoi. Je fais du sport, je perds pas. Je mange équilibré, je perds pas. Je dors peu, je prends pas. Je dors beaucoup, je perds pas. J'ai l'impression que je suis à un stade où j'ai fait une fois ou deux, mais il y a 20 ans, quand j'ai eu mes enfants, j'avais fait le Weight Watcher, ça m'avait profité. J'avais pris 1 ou 2 kilos après la phase de stabilisation, mais c'était correct. Et là, maintenant, ça fait 5 ans et demi, 6 ans que je suis en pré-obésité. Et puis, j'aimerais pas passer ce cap puis continuer comme ça. Mais tout ce que je teste, voilà. Et puis, il me semble que je suis pas trop dans le faux. Sur un peu tout, mais peut-être que je suis tout un petit peu faux, puis c'est cette accumulation de ce tout. Alors, Fanny Martins, psychologue. Alors, je crois qu'il n'y a pas de jus de faux. Finalement, vous faites du mieux que vous pouvez. Après, il y a peut-être des améliorations qui peuvent être faites sur certains points. C'est vrai que la prise en charge, en tout cas psychologique, on va vraiment aller analyser finalement quel est l'impact aussi du stress au quotidien sur l'alimentation. On sait que
d'un côté, malheureusement, un des moyens pour gérer son stress, c'est de pouvoir manger. Puis si on utilise cette, cette stratégie, c'est vrai que du coup, alors c'est peut-être pas votre cas, mais c'est vrai que de manière plus fine, on pourrait, en tout cas dans une prise en charge, aller voir qu'est-ce qui bloque. Et puis parfois, en tout cas, les patients, ils ont pas forcément, on est dans notre routine, hein, on est dans cette spirale, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on met en place ou tout ce qu'on fait au quotidien. Puis finalement, de venir mettre de la conscience, vraiment de travailler sur le fait de manger en pleine conscience, de vraiment s'ancrer quand on mange, quel que soit le repas ou la collation. Ça peut venir aussi apporter certains éléments. C'est vrai que parfois, quand on est dans le stress, on ne se rend pas compte de cette cuillère, 2, 3 cuillères en trop qu'on prendrait parce qu'on est en train de finir un travail ou on est occupé à autre chose. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément des grandes quantités en une fois, mais ça peut être des prises alimentaires très répétées, mais quelques cuillères en trop. Qui est lié parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on est dans son quotidien, parce qu'on, comme vous décrivez, beaucoup de stress. Donc après, c'est vrai que c'est vraiment essayer de trouver où on pourrait améliorer, et ça prend du temps. Et puis justement, ça agit sur plein d'angles, autant au niveau de la gestion du stress que vraiment voir l'alimentation, mais aussi de manière générale. Aussi, des fois, c'est le week-end qu'il se passe quelque chose, parfois c'est les lundis. Enfin, vraiment, c'est tellement individuel où il peut avoir quelque chose en fonction de comment on se sent. Et on agit différemment en fonction de comment on se sent au niveau émotionnel. Puis l'idée justement, c'est de revenir au corps, de vraiment essayer de sentir cette faim, cette satiété, et puis vraiment de sentir, de pouvoir gérer son stress, peut-être, mais du stress quotidien, c'est pas forcément un stress des fois très élevé, mais simplement un stress déjà constant, et puis de pouvoir revenir au corps, sentir qu'est-ce qui se passe, et puis pouvoir justement... Donc ça, vous l'avez évoqué, donc vous parlez de pleine conscience. Oui. Oui, exactement. Qui est vraiment un... Docteur Pugin ? Oui, je voulais aussi ajouter, c'est vrai, on parle de maladie, hein, cette maladie, elle est métabolique, elle est chronique, et c'est vrai, on voit souvent les patients se décourager parce qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids. Mais c'est aussi important de souligner que souvent, après une histoire répétée de régime, il existe un dérèglement du métabolisme qui va rendre la perte de poids toujours plus difficile. C'est pour ça qu'on dit que les régimes de manière répétée sont délétères. Mieux vaut dès le départ, et c'est l'idée du centre métabolique, d'essayer de bien structurer l'alimentation sans recourir à un régime drastique, parce que ça va entraîner des modifications métaboliques assez complexes, mais qui vont par la suite probablement accentuer une perte de poids alors que les patients cherchent à contrôler. Et il faut bien dire que le jour où les patients arrivent à stabiliser le poids, c'est déjà un succès. Et c'est ce qui est décourageant, c'est que l'objectif est de perdre du poids, mais dès le moment où les personnes arrivent à stopper cette prise de poids, on fait beaucoup d'efforts. Ils ne sont pas perçus comme tels, c'est décourageant, mais il faut quand même considérer, et on félicite tous nos patients qui stabilisent déjà dans un premier temps leur poids, parce que c'est déjà un succès. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de maladie, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de perdre du poids, même, et on l'entend, je fais tout pour faire juste. Et cette difficulté-là, c'est pour ça que on la prend en charge de manière absolument globale, parce que c'est un aspect qui est très décourageant, alors que les mesures qui ont été mises en place pour perdre du poids n'arrivent pas à leur objectif, mais l'objectif de stabiliser est déjà un succès, et on le considère comme tel. Et ensuite, on ira plus loin. Alors bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 48 ans, et je vais dire vers 42 ans, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais tout d'un coup, j'ai pris 10 kilos en l'espace de, une année, voire 2 ans. Et franchement, je n'ai rien compris ce qui m'arrivait. Parce que j'avais absolument rien changé de mon alimentation, de mes activités. Alors, je ne suis pas une hyper sportive, mais j'aime bien marcher, donc voilà. Et franchement, j'ai vraiment rien compris ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais dû
me dire « Ah ben, oups, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je mange beaucoup moins, il faut que je fasse beaucoup plus de sport. » ou voilà, mais je me suis laissée vraiment... j'étais sur cet état d'esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que vraiment, oui, j'avais absolument rien changé dans mes habitudes. Est-ce que, effectivement, c'est vu l'âge, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe spécifiquement dans le corps à un moment donné, à un âge spécifique? Et est-ce qu'il faut faire quelque chose à ce moment-là, réduire les quantités d'aliments? Ou, enfin, voilà, c'était un peu ma question, parce que je suis un petit peu je ne sais pas quoi faire. Donc, Dr Esbara. Autour de la ménopause, bon, 42 ans, c'est presque encore un peu jeune pour la ménopause, mais autour de la ménopause, c'est vrai qu'il y a une prise de poids qu'on voit chez tous les patients, mais qui est de nouveau liée à ces phénomènes de régulation, parce que l'appétit, on a un senseur dans le cerveau, il y a des signaux qui viennent de l'intérieur de notre corps pour monter au cerveau, pour dire on a assez, on n'a pas assez. Puis c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis c'est aussi quelque chose dans cette maladie métabolique dont parlait le docteur Pugin, c'est qu'une fois que le système a été déréglé, il est déréglé pour toujours. Et c'est aussi pour ça que, malheureusement, ça c'est pas très encourageant, mais on parle d'obésité aussi, que l'obésité est une maladie pour cette raison, c'est que quelqu'un qui a été une fois en surpoids, il va devoir se battre toute sa vie. Parce qu'il y a ces phénomènes de régulation qui sont perturbés. Maintenant, pourquoi dans votre situation, je peux pas vous dire exactement pourquoi. C'est des problèmes de régulation, c'est des problèmes hormonaux, mais qui amènent en général une prise alimentaire plus importante. Donc c'est plus au niveau de la régulation de l'appétit que ça se passe. Dans cette maladie métabolique, madame qui a posé la question avant disait qu'elle faisait du sport. C'est essentiel aussi, c'est le mouvement. Alors, ça vous a pas aidé encore à perdre du poids, mais ça c'est aussi essentiel pour stabiliser en fait les dépenses énergétiques. Les calories, bon, au bout d'un moment c'est une équation, il y a ce qui rentre et puis ce qui sort. Et puis ce qui sort dépend aussi de notre corps, de comment on est fabriqué, de quelle proportion de muscles on a, de quelle proportion de matière grasse on a dans notre corps. Et le fait de faire du sport va augmenter nos muscles. Puis plus on a de muscles, plus on va dépenser de calories, parce que les muscles, ils consomment. Donc le fait de faire du sport, ça c'est vraiment quelque chose d'important, de bouger au quotidien, c'est important. Et puis dans le mouvement, moi j'insiste beaucoup sur le mouvement au quotidien, et alors le mouvement, de faire de temps en temps, d'aller à la salle de sport ou d'aller se promener, ça c'est aussi essentiel, mais le mouvement au quotidien, il est plus régulier. Parce que si vous avez prévu tous les mardis, je vais 2 heures faire du sport, c'est magnifique. Hein. Mais il y a un mardi où vous devrez aller vous occuper de votre tante qui est malade. Il y a un mardi où vous vous êtes un peu foulé la cheville. Et si on compte que sur ces activités, c'est peut-être un peu dangereux. Donc aussi introduire, il faut ces activités, mais il faut aussi réfléchir comment est-ce que j'arrive à introduire du mouvement dans mon quotidien. Et puis au niveau des quantités, vous avez parlé s'il faut contrôler, comment on fait. Alors c'est vrai qu'avec l'avancée de l'âge, comme elle a dit, on peut avoir un changement aussi de la composition corporelle. Et ce qui est très important, c'est vraiment revenir à ces sensations corporelles. C'est vraiment cette satiété qui va déterminer combien j'ai besoin d'énergie. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est beaucoup dans des routines. C'est vrai que si pendant 40 ans, on a mangé toujours les mêmes quantités, notre composition corporelle va peut-être changer, mais on n'adapte pas forcément combien on mange, parce qu'on est tellement dans cette habitude. Vous verrez peut-être tous les automatismes qu'on fait quand on sert à manger, même si vous à midi quand vous mangerez, etc. On est vraiment l'habitude de mettre toujours la même quantité, et peut-être c'est une quantité qui correspond plus à ce que j'ai besoin au niveau métabolique. Et là, tout l'enjeu, c'est pas d'entrer dans des règles externes, de se dire il me faut ça, j'enlève ça, mais vraiment essayer de rentrer à l'intérieur de son corps et de se dire, mais au final, comment c'est à la fin des repas? Est-ce que je sens que j'ai assez? Est-ce que maintenant j'ai trop?
Enfin, vraiment essayer de se questionner là, et d'où l'enjeu de cet accompagnement psychologique et diététique, parce qu'on essaie vraiment de travailler autant sur ces aspects-là pour arriver à ce qui est le plus juste pour chaque personne. Et tout seul, c'est possible d'explorer, mais on voit, il y a le stress, il y a plein d'autres choses qui fait qu'on peut se perdre et plus ressentir réellement la satiété à la fin des repas. Puis si je rebondis juste sur les restrictions, finalement, lorsqu'on se met ces restrictions, c'est toutes ces règles cognitives au niveau des pensées qu'on se fixe, qui viennent de l'externe, qui viennent des régimes, qui viennent de nos croyances. Finalement, ça va juste en fait engendrer une perte. On ignore du coup nos sensations corporelles. Puis finalement, c'est plutôt ces règles-là qui viennent contrôler l'alimentation plutôt que nos sensations. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir au corps. Merci Claire Baragella et diététicienne, et Fanny Martins, psychologue. Juste aussi amener un autre élément. Comme vous disiez, les problèmes de restriction, c'est que on a aussi le droit d'avoir du plaisir à ce qu'on mange. Et puis, on ne doit pas tout le temps culpabiliser quand on met une bouchée dans sa bouche. Désolée. Mais on doit aussi apprendre à pouvoir apprécier ce qu'on mange au moment où on le mange. Et puis après, on a fini, on a apprécié, on a plus faim, on passe à autre chose. Et d'amener toujours cette culpabilité chaque fois qu'on est devant une assiette, c'est aussi quelque chose qui est délétère. L'idée aussi, pour rejoindre ce que dit la doctoresse Barra, c'est vraiment d'avoir cette alimentation, mais dans le plaisir, c'est vraiment une notion centrale, le plaisir pour l'alimentation. Parce qu'il y a aussi cette satiété un peu émotionnelle comme ça, qui est importante, au niveau en tout cas psychologique, pas que la satiété physique. Et c'est ce qu'on retrouve dans les régimes, c'est cette frustration au bout d'un moment due à toutes ces règles cognitives. Puis en fait, au final, il y a tellement de frustration que ça engendre la perte de contrôle et finalement ça engendre de la culpabilité. Puis après, il y a vraiment ce cercle vicieux qui se met en route. C'est ça qui me fait peur en fait d'entreprendre quelque chose, c'est que j'ai peur de devoir me retrouver à tout peser, ce que je mange au gramme près. Peut-être que Claire Baragella, diététicienne, vous pouvez répondre. Ouais. Alors, c'est vrai que tout peser, au final, de nouveau, on s'éloigne de la sensation corporelle, qui est la satiété. On est dans la tête. Donc, le but, c'est vraiment, mais c'est souvent lié à la peur, comme vous avez dit, la peur de reprendre du poids, etc. Ça fait qu'on a envie de contrôler. Et là, justement, le but, ce serait qu'on puisse retourner à ce corps et, comme ils ont dit, d'avoir vraiment du plaisir dans l'aliment, mais pas dans les quantités. Parce que c'est vrai que là aussi, peut-être les quantités, souvent, c'est associé à j'aime, il y a peut-être besoin de plus, puis au final, cette satiété sensorielle, on peut découvrir que je peux manger des aliments en ayant du plaisir dans des quantités qui me correspondent et je sens vraiment ce plaisir. Ouais. Entrer dans des règles comme ça, on retourne après, comme la doctoresse Barras a dit, dans tout ce qui est restriction, contrôle, et puis ma collègue aussi, qui aboutit ensuite à beaucoup de frustration, souffrance, et puis une reprise de poids. Ouais. Donc moi, je vous encouragerais plutôt à être accompagné par des spécialistes, parce que tout seul, c'est vrai que parfois on a tendance à aller dans le trop contrôle parce que on a peur et on veut agir quelque part. Ça part vraiment d'un bon moteur, mais on va peut-être trop loin. Mais je crois que c'est très important d'être accompagné. Puis c'est le message du jour, c'est que nous on a mis sur pied cette structure. Et il faut en profiter. Pourquoi c'est si important ? Parce que tout le monde essaye par soi-même au départ de faire des régimes, de les perdre du poids. Et on l'a entendu, vous perdez du poids, mais vous perdez des muscles. Et en perdant des muscles, on perd la capacité de consommer des calories. Et de manière répétée, les régimes vont faire, oui, on perd un peu de masse grasse, mais à chaque fois de masse musculaire qui ne va pas être retrouvée. Et donc à chaque fois qu'on remange peut-être une assiette normale, il y aura plus d'aliments stockés parce qu'il y en aura moins qui seront consommés par cette masse musculaire qui diminue. D'où l'importance d'éviter ces régimes drastiques. Si vous mangez que des haricots, des épinards, vous allez perdre vos muscles. Et après, vous vous exposez à reprendre du poids. Et c'est là où en fait c'est important d'être accompagné, parce que c'est un équilibre assez
difficile à trouver seul. Et d'autre part, c'est là où aussi on encourage cette activité physique. On a même un programme de physiothérapie pour renforcer la masse musculaire qui va aider à, au-delà de stabiliser, mais perdre. C'est pour ça que d'arriver seul, c'est extrêmement difficile et l'équipe ici va répondre un tout petit peu à ces questions et vous aider dans cette démarche qui est très complexe, surtout si on reste seul et on se décourage. Si je peux vous rassurer, Madame Baradiola ne propose jamais de régime avec des grammages. Non, alors il n'y a pas d'haricots, d'épinards, ouais. Ouais. On part vraiment des goûts, de ce que vous aimez, de votre quotidien, de toutes vos contraintes familiales, travail, et puis c'est vraiment en partant de tout l'environnement qu'on va vous proposer des repas qui vous correspondent et que vous puissiez mettre en pratique. Donc le but, c'est de vraiment partir aussi de votre énergie, de ce qu'il y a maintenant, pour ensuite tendre le plus possible vers quelque chose qui est bénéfique. Donc la question, c'était de la crainte de perdre en plaisir en cas de participation à un programme qui mettrait en avant. Oui, alors, volontiers. Valérie, 50 ans. Moi, je suis aussi dans ce processus où j'ai fait maths régime, et puis du coup, j'ai repris, et je me retrouve avec 25 kilos de trop. Et puis, je pense effectivement que j'ai complètement perdu la notion de retrouver ma satiété et tout ça. Et du coup, je pense que je suis complètement dans ce dérèglement qui me pose problème. Ma question, c'est plus du côté pratique. Donc, vous parlez que ça prend du temps de retrouver, etc., de faire des rendez-vous et tout ça. Dans quelle mesure, enfin, comment les rendez-vous, comment est-ce qu'on gère ces rendez-vous, sur quel temps ça prend, enfin, est-ce que c'est plusieurs rendez-vous par semaine, par mois, etc., sur plusieurs personnes, enfin, comment c'est au niveau organisationnel? Fanny Martins, psychologue. Alors c'est très personnalisable. En général, de manière générale, en tout cas pour les suivis psychothérapeutiques, c'est un rendez-vous par mois, parce que l'objectif c'est que vous puissiez mettre en place des choses entre les rendez-vous. On travaille beaucoup justement, on regarde ce qui se passe, on met en place un objectif, on essaie de le mettre en place et puis on évalue la prochaine fois, puis on part comme ça. Mais encore une fois, les objectifs sont très personnalisables, sont par rapport à votre quotidien et puis à votre environnement. Au niveau diététique, là aussi, on essaie vraiment de s'adapter à la personne. Donc, on regarde aussi les besoins au niveau psychologique. En moyenne, on conseille aussi un rendez-vous par mois. Par moment, on laisse la priorité au suivi psychologique. Certaines personnes veulent avancer plus dans ce domaine. Donc, nous, on se met peut-être aux 2 mois. Et parfois, c'est plutôt au niveau nutritionnel que la personne a envie de travailler. Puis là, le côté psychologique est plutôt aux 2 mois. Donc, c'est vrai qu'on essaie vraiment d'adapter en fonction des besoins de la personne, qu'il y ait vraiment un soutien, qu'on soit là pour vous accompagner dans le changement, mais pas non plus vous mettre en échec si on a une vie bien remplie, des rendez-vous trop souvent, comme vous dites, toutes les semaines. On n'a souvent pas le temps ni d'explorer les objectifs que vous avez fixés avec les spécialistes et puis essayer de voir si c'est possible de mettre en place, qu'est-ce qui empêche la réalisation de cet objectif. Et puis, on propose aussi des cours de comportement alimentaire, comme ma collègue a parlé, et ces cours ont lieu tous les mois. Alors en journée, à des horaires qui varient d'un mois à l'autre sur les 5 jours de la semaine. Donc, et qui sont des cours collectifs? C'est des cours collectifs de 8 patients. Et puis c'est 4 cours de 2 heures. Donc c'est sur 1 mois, chaque semaine. Est-ce que c'est pris en charge par les assurances? Alors la prise en charge par les assurances, elle dépend de votre poids. Ah c'est une chance. Oui et non, c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas faire de la prévention. C'est-à-dire que, par exemple, pour la prise en charge diététique, il faut un BMI. Je sais pas si ça vous dit ce que c'est qu'un BMI. C'est à partir d'un certain seuil que les assurances, elles entrent en matière pour le remboursement. Alors ça, c'est un petit peu, voilà, c'est la partie dommage, mais malheureusement, nous, on peut pas faire autrement. C'est 28 de BMI, donc c'est encore en préobésité pour la diététique. On a aussi maintenant, ça fait
eu quelques années à Fribourg et puis nouvellement à RIA, la possibilité de vous inscrire pour un traitement de physiothérapie qui en principe est aussi pris en charge. Les physiothérapeutes, nous aussi, on demande qu'il y ait un certain investissement quand vous partez dans cette démarche de prise en charge de physiothérapie. Ça se passe sur 18 semaines à raison de 1 à 2 cours par semaine. Et puis, il y a les physiothérapeutes derrière qui peuvent vous expliquer exactement comment ça se passe. Et puis, c'est vrai que c'est un traitement, par contre, quand on commence, ça demande un tout petit peu d'engagement, puis il faut le faire de manière régulière si on veut avoir un effet sur notre corps, sur notre composition corporelle. Donc, si vous avez des questions, adressez-vous au physiothérapeute et en principe, c'est aussi pris en charge. Je crois qu'il y a aussi un autre aspect, c'est considérant que ça fait partie de la prise en charge d'une maladie, vous ne devez pas toujours venir dans votre temps libre. Il y a un certificat, on vous fait un certificat comme quoi vous êtes venu pour la prise en charge d'une maladie. Donc ça veut dire que vous ne devez pas forcément, vous pouvez vous absenter de votre travail, on le justifie. C'est aussi important parce que ça veut dire que ça fait partie de la prise en charge de la maladie. Merci pour cette précision, Dr Pujan. Vous aviez une question, madame? Oui, elle a été ça, j'ai pas vu dans J'ai compris, j'ai peut-être envie de venir faire un tour par chez vous, mais comment ça se passe? Vous communiquez après sur le patient entre vous, et puis pour qu'il y ait quand même une coordination, et il faut compter quoi? 1 année, 2 ans, 3 ans? Moi j'ai 67 ans, j'ai travaillé en agroalimentaire, je suis extrêmement gourmande, donc je suis un cas lourd dans les 2 sens. Donc la question va concernant la coordination du centre métabolique et comment ça se passe et sur quelle durée Alors, ce qui se passe, c'est déjà la première chose, c'est que vous devez être adressé par votre médecin généraliste ou par un médecin spécialiste qui nous transmet votre dossier. Ensuite, comme j'ai dit, vous aurez un premier rendez-vous avec un médecin du centre métabolique qui, en fonction de vos attentes, de votre parcours de vie, va définir avec vous des objectifs et des moyens d'y parvenir. Et en fonction de ce que vous choisissez, voilà, c'est la stratégie qui va être décidée, puis qui va aussi décider combien de temps ça va prendre. Mais en principe, comme je disais, c'est une maladie chronique, l'obésité. Donc quand on part dans une démarche thérapeutique, c'est une démarche au long terme. Et ça veut dire aussi que au début, la prise en charge elle sera peut-être un peu plus intensive pour amorcer quelque chose, des changements. Mais après, sur le chronique, c'est bien de continuer le suivi pour éviter que ça reparte après. Donc, du moment que vous entreprenez une démarche, je pense que c'est une démarche à vie. Oui, non, bon, de toute façon, avec ce qui me reste... quand même. Il y a aussi quelque chose de très handicapant, je pense que c'est pour tout le monde, avec leur histoire de Covid, on s'est trouvé bouclé, donc on ne pouvait pas sortir, le sport c'était difficile, ou alors autour de l'arbre de chez vous, quoi. Ensuite, la satiété, bah forcément, quand on est déstabilisé ou anxieux, on se dit tiens, une petite tartine, ça me fera pas de mal. Mais au bout du temps, là, c'est plus qu'une tartine. Et puis moi, je dis la satiété, bah, j'ai pas l'impression de l'avoir. Je dis, oh, au point où j'en suis. Mais c'est psychologique aussi, ça c'est certain. C'est un cercle vicieux, on y revient toujours. Et soulever aussi la question de l'alcool et des calories qu'elle comporte. Et puis Claire Baradiola, diététicienne, répond. Alors effectivement, tout ce qui est alcool, boissons sucrées, c'est un circuit à part que la satiété. Et donc au final, on peut amener autant qu'on veut d'énergie par ce moyen-là, parce qu'on n'a pas un moyen au niveau du corps qui va dire de s'arrêter. Et comme vous dites, c'est très traître, hein, parce qu'il y a aussi tout ce qui est énergie, calories apportées sous forme liquide. Et souvent, c'est aussi accompagné des petites choses qu'on grignote en même temps. Donc voilà, après, c'est vraiment
pas de se dire, de nouveau, hein, les apéros, ils ont la place dans le quotidien, mais est-ce que je dois repenser un peu mes apéros, autant au niveau de ce que je bois, ce que je mange, les fréquences, enfin, c'est tout des choix à faire pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais effectivement, ouais, tout ce qui est amené sous forme de boissons sucrées, alcool, comme ça peut avoir un grand impact au niveau de la prise de poids parce qu'il n'y a pas cette régulation quelque part. La question se pose concernant des gens qui n'auraient pas eu de surpoids au début de leur vie, qui passent en surpoids. Est-ce qu'il y a plus de chances de revenir à un poids antécédent, Dr Esbarra? Alors, je parlais tout à l'heure que l'obésité est une maladie qui est une maladie chronique et puis qu'on doit se battre toute sa vie du moment qu'on a été une fois en surpoids. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver un poids normal, mais ça veut dire que même si on retrouve un poids normal quand on a été obèse, on devra quand même toujours se re-questionner sur son hygiène alimentaire et les sentiments de satiété, de faim, de plaisir. Le dérèglement, il est quand même là et puis c'est un travail qui va devoir continuer même si on arrive à retrouver un poids normal. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Par contre, on sait aussi que les enfants obèses, et c'est aussi pour ça qu'on se bat et qu'il y a tellement de programmes de prévention pour les obèses, c'est que si un enfant est obèse, la probabilité que la personne soit obèse à l'âge adulte, elle est augmentée de manière catastrophique. Alors Valérie, j'ai 52 ans. Et j'ai fait des régimes toute ma vie, je dirais, depuis l'âge de 14-15 ans, alors que j'étais pas forcément, que j'avais pas forcément de poids à perdre à l'époque. Et puis, à force de régime, j'ai développé des compulsions alimentaires, voilà, et puis une addiction au sucre. Et puis ma question, c'était, est-ce que c'est plutôt physiologique, psychologique? Est-ce qu'on peut en guérir? Qu'est-ce que vous proposez aussi pour ça? Parce que je pense qu'il y a énormément aussi de cas comme moi. À force de régime, on a un dérèglement total. Et puis, des fois, j'aimerais pouvoir faire un reset. Et puis, en fait, juste manger normalement. Donc, moi, au repas, je mange tout à fait sainement et tout. Mais c'est tout à coup, je suis presque addict au sucre. Des fois, je dis, je suis un peu une alcoolique du sucre. Donc puis que faire dans ces cas-là? Fanny Martins, psychologue. Oui, alors ce que vous transmettez, c'est surtout toutes ces règles cognitives, comme on expliquait avant, toutes ces restrictions qu'on se met et qui sont, des fois, c'est même des restrictions dont on n'a presque plus conscience parce qu'elles sont tellement ancrées que finalement, on a l'impression que ça fait partie de ce qui est pas du tout une restriction, mais c'est comme ça. Puis ça peut engendrer justement cette perte de contrôle avec ensuite un sentiment de culpabilité. Donc là, c'est vraiment intéressant d'être accompagné, au niveau psychothérapeutique pour justement venir assouplir toutes ces croyances, de déjà venir les repérer, les identifier, et puis ensuite venir un petit peu les assouplir et puis nuancer aussi certaines croyances qu'on peut avoir pour justement pouvoir calmer déjà tout ça au niveau cognitif, au niveau des pensées. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de la régulation émotionnelle, tous les exercices de régulation émotionnelle qu'on peut mettre en place, qui calment un petit peu le stress ou les émotions négatives du quotidien pour justement ne pas avoir que comme stratégie l'alimentation pour réguler ces émotions. Donc là, en tout cas, il y a ces deux aspects sur lesquels on pourrait travailler dans ces cas-là. Alors guérir, ça dépend ce qu'on entend par guérir. Ne plus jamais en avoir, non, parce que je pense qu'on en a tous. Mais par contre, pouvoir un peu mieux les gérer, ça oui. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Je remarque que chaque fois quand il y a quelque chose qui me travaille, je me pencherai sur la nourriture. Et j'aimerais d'autres manières pour faire ça. J'ai plus tellement la satiété. Et puis j'aimerais regarder pour un ballon gastrique. Qu'est-ce que vous posez comme proposition? Docteur Pugin, chirurgien. Le ballon gastrique, il faut savoir que la problématique, c'est que on peut pas le garder à vie. Et il est vrai, du point de vue du concept, on va dire, je vais avoir une satiété rapidement puisque mon estomac est déjà plein. Un ballon gastrique, alors peut marcher quelques mois. On va le garder 3-6 mois.
Après, il faut l'enlever parce qu'il va se détériorer s'il ne fait pas de problème. Et après 6 mois, on revient au point de départ, même aggravé, puisque finalement, on n'a plus cette béquille qui est le ballon, et les choses, finalement, s'altèrent avec le temps. Donc, il faut savoir que le ballon gastrique, a priori, n'est pas remboursé par les caisses maladies, et il ne fait pas partie d'une thérapie qui peut être soutenue dans le temps. Donc, ce n'est pas une solution qu'on propose, mais ce n'est pas nous au centre métabolique, c'est au niveau aussi fédéral. Il y a des sociétés qui étudient tout ça pour savoir si c'est bénéfique pour les patients. Et en fait, on n'a pas pu démontrer qu'au long terme, ça aide les patients. Oui, peut-être sur 3 mois, mais c'est complètement insuffisant. Un régime fait la même chose, avec des risques supplémentaires, parce que le ballon peut provoquer des problèmes de santé parfois graves, qui nécessitent de recourir même à une opération. Donc, probablement, non, ça ne vous aidera pas, et ce n'est pas quelque chose qu'on vous proposerait. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu le concept du ballon gastrique? Oui, le ballon, donc il y a plusieurs... On peut avaler des ballons, ou c'est un gastro-entérologue qui, avec une caméra, va placer un ballon qui va être gonflé dans votre estomac. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'attrayant dans l'idée, dans le concept, puisqu'on va se dire, au lieu d'avoir de la nourriture, il y a un ballon qui est rempli. Et ce ballon reste là 3 à 6 mois, puis après il faut l'enlever. Mais il peut faire une obstruction, il peut vous faire vomir, on a plus de complications que d'effets bénéfiques. Et qu'est-ce que vous proposez en chirurgie Donc l'opération standard est celle du bypass gastrique. C'est l'idée de rétrécir un tout petit peu, l'estomac, et de faire un court-circuit avec l'intestin. Sans venir sur les détails, ça permet de diminuer la quantité des aliments qui sont ingérés au moment des repas. Et puis, il y a un effet métabolique qui est important. On parlait de cette maladie métabolique. Ce court-circuit, cette modification du circuit intestinal a un effet qui compense un tout petit peu ce qui s'est altéré au cours du temps, si on veut schématiser. Ce qui est important, c'est que finalement, et c'est là où la prise en charge, elle est entre toutes les disciplines. Pour répondre, on se voit toutes les semaines, toute l'équipe, pour pouvoir aider les patients et se positionner. Et après un bypass, il y a une période qui est assez contraignante puisque tout est modifié. Mais il faut savoir une chose, puis je reviens là-dessus, beaucoup de personnes ont parlé du plaisir. Et le bypass permet d'avoir du plaisir si on arrive à s'y accommoder. Et c'est là où la préparation avant une chirurgie est très importante, puisqu'il faut être bien prêt pour savoir comment ça fonctionne, pour ne pas perdre la notion de plaisir. Et la notion de plaisir, vous aviez dit, je me sens pas très bien, une tartine va me faire du bien. C'est pas le plaisir, là. On est dans une autre dynamique. C'est une envie. Mais je crois que ça, c'est le plus important. Il y a les deux. Et il y a la faim, il y a l'envie, et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à distinguer, même après une chirurgie. Et c'est là où il y a tout un travail qui prend des mois. Et à la fin, que ce soit avec une chirurgie, avec des médicaments, sans médicaments, ce travail-là, il reste essentiel. Et c'est pas un travail de régime, c'est pas un travail de se priver, on veut pas enlever le plaisir. Tout ça doit être bien structuré. C'est une longue préparation pour comprendre comment on peut se sentir bien avec l'alimentation. Et c'est là que c'est essentiel parce que ça doit être durable dans le temps. Le ballon ne l'est pas. Et le suivi après la chirurgie, est-ce que ça se poursuit dans le centre métabolique? Oui, les personnes qui s'inscrivent dans un parcours bypass, alors il y a toute une préparation, comme l'a expliqué le docteur Pugin, qui dure plus ou moins 9 mois au minimum, et qui parfois est même augmentée parce qu'on attend que vous soyez vraiment prêt avant de vous opérer. Donc,
Ça veut dire que le poids il doit être stabilisé, qu'on doit voir que vous ayez pris des bonnes habitudes de vie avant de vous opérer. Le but n'est pas de vous empêcher d'être opéré, le but est qu'il y ait un succès après l'opération et puis que vous repreniez pas du poids 5 ans après votre opération, parce que là, ça ferait pas de sens. Donc, il y a toute cette période en préopératoire qui peut être plus ou moins longue en fonction de vous, en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez. Et puis, par rapport à la période post-opératoire, c'est un suivi à vie. Comme le montage, les intestins sont un peu changés, il peut y avoir parfois des carences en vitamines ou en d'autres choses. Donc, on doit contrôler ça régulièrement pour être sûr que vous n'avez pas ces carences. En général, la plupart des patients ont aussi des pastilles à prendre à vie pour la substitution, des pastilles de vitamines, aussi pour éviter que vous ayez de l'ostéoporose, du calcium, de la vitamine D, des choses comme ça. Et nous, on suit les patients aussi sur une durée minimale de 10 ans, mais ça, c'est des recommandations de la Société suisse d'obésité qui demande qu'on ait un suivi à très long terme des patients qui sont opérés et on doit en fait aussi leur montrer, on doit rendre des comptes sur le suivi des patients qui ont été dans le parcours bypass. Donc, on demande aux patients qui s'inscrivent dans un parcours bypass aussi de s'engager à faire les suivis chez nous pour une période de 10 ans minimum. Après, peut-être directement après le bypass, en tout cas la première année, il y a minimum 2 entretiens psy qui sont obligatoires en soi, ou en tout cas très 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 fortement recommandés. Et puis, c'est assez rare que les patients viennent que 2 fois, on est plutôt sur plus grande fréquence. Puis au niveau diète, peut-être. Au niveau diététique, nous, on vous suit de manière très rapprochée, en tout cas au début, 2 semaines, 6 semaines, 4 mois. Ensuite, il y a aussi 7 mois, puis selon les besoins. Donc, on a vu en fonction... au début, c'est vraiment l'adaptation à l'opération. Donc, vous nous voyez plus fréquemment. Et puis après, on est là sur une longue durée quand vous avez besoin. Lorsqu'il y a des rechutes de comportement, des doutes dans les choix alimentaires, des changements de goût, des intolérances. Enfin voilà, vous pouvez sans doute nous solliciter sur le long terme. Mais ça fait aussi 4 rendez-vous, en tout cas obligatoires au niveau nutritionnel, la première année. Lorsque j'ai vu mon médecin et que je lui ai demandé, c'est moi qui lui ai demandé à pouvoir venir dans votre service, il m'a aussi parlé des médicaments, justement. Et puis, ça m'a beaucoup surpris parce que j'avais l'impression que j'avais autre chose à régler avant de prendre des médicaments. Mais ça consiste en quoi, ces médicaments? Il y a 2 types de médicaments. Le premier, vous en entendez probablement assez parler, il y a même de la pub à la télé. C'est l'Orlistat, sous son nom de marque, c'est le Xenical. C'est un médicament qui empêche l'absorption de la graisse. Qui fait que si vous mangez quelque chose d'un peu gras, au lieu qu'il vous profite, il va partir dans les toilettes. L'Orlistat, il amène une petite perte de poids, mais qui n'est pas énorme, qui est de l'ordre de 5-10% maximum. Le problème avec l'Orlistat, c'est qu'il est souvent pas très bien supporté. Alors, il n'est pas très bien supporté parce que c'est en fait ce qu'on veut, c'est son mécanisme d'action. C'est que quand vous mangez quelque chose de gras, le gras va sortir. Mais ça peut provoquer des diarrhées ou des pertes qui ne sont pas toujours très agréables. Ce qui fait que d'expérience, les patients ne le prennent pas. Alors, il peut y avoir un rôle éducatif de se dire « Ah bah tiens, si je mange du gras avec mon Xenical, ce ne sera pas agréable, donc je ne mange pas de gras ». Mais il y a beaucoup de gens qui choisissent l'autre solution de se dire, plus c'est comme ça, je ne prends pas le médicament. Par contre, ça peut être quand même quelque chose d'intéressant pour initier une perte de poids, pour discuter, pour changer ses habitudes. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, j'en reviens, on doit discuter avec vous quels sont vos objectifs de perte de poids. Et puis en fonction des objectifs, on choisit une stratégie. Donc ça, c'est le premier médicament. Le deuxième médicament, c'est un médicament qui est développé plutôt pour les diabétiques à la base, qui est une piqûre et qui amène en fait un sentiment de satiété précoce. Ça veut dire que vous aurez plus vite l'impression d'avoir assez mangé. Ça fonctionne assez bien pour autant qu'on soit accompagné. De nouveau, si on n'est pas accompagné, si on peut pas, c'est une béquille. Mais une baguette magique, il n'y a personne qui en a. Le travail principal, ça reste le patient qui doit le faire. Nous, on est là pour aider, on est là pour mettre des béquilles à disposition.
Mais sur voilà, la baguette, encore une fois, la baguette magique, elle n'existe pas. Ce médicament, il amène une perte de poids un tout petit peu plus importante, quelque chose comme 10-15%. Il n'agira pas, par contre, si vous avez des compulsions alimentaires. Parce que si vous avez une alimentation émotionnelle, si vous buvez des sodas, si quand vous avez un coup de blues, vous mangez un paquet de biscuits ou un paquet de chips, là, le médicament, il ne fera pas du tout effet. Le médicament, il fait plutôt effet si vous avez tendance à prendre des portions trop grandes au repas. Et en termes de remboursement, c'est des fois compliqué. De nouveau, il y a des critères. C'est important aussi que vous soyez accompagné. On ne prescrit pas le médicament avant que vous ayez eu toutes les informations et que vous ayez vu tous les spécialistes et que vous ayez déjà pu aussi initier un changement dans vos habitudes de vie parce que il y a des contrôles au niveau des assurances. On doit leur écrire après quelques mois pour dire si vous avez perdu du poids. Et si vous n'avez pas perdu de poids, on ne peut plus prescrire et plus du tout à vie. C'est pour ça que c'est important de ne pas commencer ce médicament un petit peu à l'arrache sans être préparé. Vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que la perte de poids ne sera pas au rendez-vous si vous n'êtes pas préparé au moment où vous commencez. Puis après, vous ne pourrez plus l'avoir parce que ce ne sera plus remboursé. On arrive gentiment à l'heure, mais on n'est pas à la minute. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres questions brûlantes? J'en ai une au niveau logistique. Ça se passe où vos consultations? À Ria et à Fribourg. D'accord. On peut choisir ça? Oui. Alors, il y a 2-3 contingents en fonction des disponibilités, etc. Mais en principe, vous pouvez choisir le site. Nouvellement, c'est vrai que ça fait cette année qu'on a commencé à consulter à Ria. Il y a Mais un les énorme médecins, ils succès. vous connaissent quand même un peu ou... Ici? Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Non, ils connaissent. Non, ça fait combien d'années qu'il y a le centre métabolique à Fribourg? Bientôt 10 ans. Hein. La question concerne la physio, de savoir un petit peu comment ça se passe sur RIA, surtout où c'est et comment on peut arriver chez vous. Alors, comme la doctoresse Barra l'a dit tout à l'heure, il vous faut une prescription médicale. Suite à ça, vous contactez le secrétariat ici à RIA, où ça existe aussi à Fribourg. Puis là, on aura un premier rendez-vous individuel avec vous, où là, on fait un bilan. Pareil, on vous pose aussi 2-3 petites questions. On vous demande aussi ce que vous aimez faire et pas faire avec l'activité physique. Et puis après, ça se passe en groupe à raison de 18 séances. C'est 2 fois par semaine. Chez nous, on fait les lundis et jeudis matin. Ça dure 1 heure, de 8h à 9h le matin. Aussi, on a essayé un petit peu que ça soit pas au milieu de la journée. Pour les gens qui travaillent, c'est aussi un peu plus pratique. Et puis, pendant nos activités, on fait 1 fois par semaine une activité en extérieur. Donc, on a soit une marche, soit d'autres activités qu'on peut faire à l'extérieur. Ici à Ria, on est bien lotis. On a beaucoup de places extérieures. C'est assez sympa. Et puis, 1 fois par semaine en intérieur, où là, on fait des activités intérieures. On a aussi un fitness. Alors, on vous fait aussi des séances en fitness. Pour rejoindre ce que disait le docteur Pugin par rapport à la musculature aussi, toujours dans ce but-là. Et puis, notre objectif principal, c'est surtout vous faire aimer l'activité physique. Donc, vous faire rendre compte de vos capacités physiques, de vous faire reprendre le goût à l'activité. Et puis, on essaye de ne pas dépasser les 18 séances parce que le but, c'est quand même que vous trouviez, vous, vos activités, que vous puissiez après continuer chez vous pour pas que ça devienne justement trop addictif à nous, mais plutôt à l'activité pour vous. Merci Camille Weber, physiothérapeute. Voilà. Donc je crois que on a beaucoup parlé de préparation, d'encadrement par l'équipe qui est multidisciplinaire, avec l'importance de retrouver des sensations, garder le plaisir, retrouver des sensations de satiété, de s'écouter. Et puis après, avec des parcours qui sont très personnalisables en fonction de vos objectifs, en fonction de aussi des limites que vous voulez poser. Et puis tout ça, donc ça se trouve aussi bien sur le site de RIA que sur le site de Fribourg. Et puis le centre métabolique reste ouvert à toutes et tous, sur la base d'être adressé par un médecin, toutefois, pour avoir un petit peu un
une base médicale au départ. Moi, je veux juste vous dire qu'on on a plaisir à tous vous accueillir, on est là pour vous. Je vous mets juste en garde qu'on a un tout petit peu d'attente. Désolée. Non, il y a quelques mois d'attente si vous êtes envoyé par votre médecin. Ne vous découragez pas, il y aura de la place pour vous. Mais voilà. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour la présence et la participation. C'était très sympathique, je dois dire. Merci à tous. Merci. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.